Bonjour et bienvenue dans Nouveau Chapitre, le podcast de Jolibump. Je suis Marie Boyer-Aubert, la fondatrice de Jolibump, première marque française qui propose une mode durable à porter avant, pendant et après la grossesse. J'ai créé cette marque suite à ma propre grossesse, avec la volonté d'accompagner les femmes dans l'aventure de la maternité, par mes vêtements, mais aussi en créant du sens vis-à-vis de ce sujet intense et vibrant. Ce podcast, c'est le blog audio de Jolibump. Dans chaque épisode, je reçois une femme pour l'interroger sur sa vision et son vécu de la maternité, sur la relation de la femme qu'elle est à la maman qu'elle est devenue et sur la transmission. Si vous souhaitez découvrir Jolibump, rendez-vous sur notre site internet jolibump.com et pour vous, chères auditrices et auditeurs, un bon d'achat de 10 € vous est offert avec le code podcast. Maintenant, place à l'épisode. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nouveau Chapitre. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maëva. Bonjour Maëva. Bonjour. Donc Maëva, tu es maman en fait de jumelles qui ont 3 ans et demi, dont tu vas nous parler, Elisa et Louise. Tu vas nous raconter un petit peu ton vécu par rapport à ta maternité de maman de jumelles. Et on a hâte de connaître un petit peu tous les détails et tout ce que tu as vécu et les conseils que tu peux nous donner à ce sujet. Avec plaisir. Donc est-ce que pour commencer, tu peux te présenter Oui. un petit peu plus ? Bien sûr. Alors, donc je suis Maëva, j'ai 32 ans, j'habite dans le sud de la France, dans un tout petit village. Et avec mon mari, on s'est lancé dans un projet de rénover un hangar pour le transformer en loft, qui nous prend beaucoup de temps et d'énergie. Et en plus de ça, on est les parents de jumelles, Elisa et Louise, donc qui ont 3 ans et demi. Et nous travaillons ensemble sur une entreprise. On fait plein de choses, notamment de l'événementiel, de la décoration de mariage, du DJ et aussi une grosse partie décoration en bois qu'on envoie via notre boutique June & Jane. D'accord. Voilà. Ça fait combien de temps que vous travaillez ensemble avec ton mari ? On a monté l'entreprise en 2012, octobre 2012, juste après notre mariage, donc ça fait 7 ans, bientôt. D'accord. Voilà. Ah, c'est bien. Une vraie aventure. Ensemble, ouais. Ouais. Un projet commun, ouais. Super. Alors du coup, pour commencer en fait cette interview, moi je pose toujours la question pour comprendre un peu le contexte. Comment en fait tu as appréhendé ton rôle de maman ? Est-ce que tu as toujours eu envie d'avoir des enfants ? Comment ça s'est passé à ce niveau-là ? Oui, je me suis toujours vue maman, plusieurs même, parce que moi-même je suis issue d'une fratrie de 3 et du coup, inconsciemment, j'ai un peu répété le schéma familial. Donc oui, je me suis toujours vue maman et maman de plusieurs enfants. Et après, quand est-ce que j'ai eu envie de devenir maman ? Ça s'est venu un peu après la venue d'un couple d'amis à la maison, en fait, qui venait d'avoir un tout petit bébé qui avait 1 mois. Et je me rappelle très bien qu'il posait là sur le canapé, il était tout chou, tout mignon, il faisait pas de bruit. Et je me suis dit, mais c'est génial d'être parent. En plus, ils étaient cool, détendus, enfin vraiment l'image parfaite, quoi. Donc je me suis dit, mais faisons un enfant nous aussi. Et donc du coup, voilà, on s'est lancé. Mais au fond de moi, je pense que j'étais pas non plus 100% vraiment prête. Ouais. Et encore moins à devenir parent des jumelles. Donc du coup, à chaque fois, ses copains, on leur dit souvent, ouais, c'est un peu à cause de vous qu'on est rentré dans cette aventure. Et du coup, Voilà. combien de temps après Je suis tombée enceinte 1 mois après, donc Ah ça a oui. été vraiment très très rapide. D'accord. Et c'est pour ça que je me dis que j'étais pas vraiment prête, parce que dans ma tête, je pensais que j'allais pas tomber enceinte si vite. Donc du coup, en plus, j'aime beaucoup planifier, c'était dans mon job et tout. Donc je me suis dit, on commence maintenant, mais je vais tomber enceinte dans 5-6 mois, le temps que ça se fasse, machin, vu que j'avais beaucoup de copines autour de moi qui avaient à peu près ce temps de délai pour tomber enceinte. Et en fait, pas du tout. Ça a été banco dès le premier cycle. Donc rapide, quoi. Voilà, dans très le bain rapide. direct. C'est ça. Et alors, quand est-ce que tu as su que t'attendais des jumeaux ? Du coup, comment ça s'est Alors, matérialisé, ça ? Eh bien, alors, en fait, j'ai appris à la première écho, donc à la fin du premier trimestre. Et c'était la surprise totale, parce que j'en ai pas dans la famille. On n'a pas fait d'aide médicale. J'étais jeune, parce que c'est souvent plutôt entre 35 et 40 ans où les risques sont plus élevés. Donc moi, à 27 ans, j'avais pas du tout... Enfin, voilà, c'était le truc qui tombe sur la tête et qu'on n'a rien compris. Ah, c'est fou, ouais. Il y avait pas du tout d'antécédents, Non. pas de jumeaux dans ta famille, quoi. Non, ou alors, après on en a appris, mais vraiment très 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 loin. Et vu qu'en fait moi c'est une grossesse mono-amniotique, donc en fait c'est pas du tout héréditaire, c'est vraiment le pur hasard génétique. En fait, ils appellent ça une faiblesse de l'ovule, où en fait généralement ça mène à des fausses couches dans les mois qui suivent.
Et moi, ça a tenu, et en fait, l'ovule s'est divisé 2 fois de plus que ce qui était nécessaire, et donc ça a créé un deuxième bébé, 1 semaine après la confection du premier bébé, en fait. Ah d'accord. Ouais. Donc il y en a un qui a été créé en premier. Ah, je connaissais donc pas du ça. coup, il s'est fait le processus normal avec le placenta, D'accord. sa poche et tout. Et au moment, donc du coup, cette division cellulaire où ça se fait par 8, moi ça s'est fait par 16. Et donc une deuxième cellule s'est créée, un deuxième bébé 1 semaine après. C'est raccroché et qui s'est raccroché au même placenta, ce qui a fait que j'ai eu des vraies jumelles, ce qu'on appelle ça des vrais jumeaux, parce qu'ils ont le même placenta, même ADN. D'accord. Donc monoamniotique, ça veut dire tout ça en fait. Voilà, monoamniotique, c'est le... Je connaissais pas, tu vois. Et alors du coup, t'as réagi comment en l'apprenant ? J'ai paniqué, très très grave. Ouais. J'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque sur la table. Et puis je suis pas tombée sur un praticien très bienveillant et lui-même, je pense qu'il a paniqué à ma panique en fait. Et comme j'étais dans un petit hôpital de province qui était pas formé du tout au gémellaire et ça dépassait un peu ses compétences, il s'acharnait à trouver ce deuxième placenta qui n'existait pas. Donc du coup, il s'est dit là, ça rentre dans une grossesse à risque du coup, du fait qu'il y en a qu'un. Donc en fait, dès le départ, il m'a dit je peux pas gérer cette grossesse, il faut que vous alliez à Marseille et que je vous envoie sur des spécialistes. Donc ça a été une première écho que j'attendais avec impatience parce que c'était ma première écho, ma première grossesse, que je pensais que ça allait être waouh, on va découvrir notre bébé enfin pour la première fois. Et donc ça a été un peu la chute des émotions d'avoir tout ce côté négatif finalement et il n'y a pas eu de positif qui en est sorti quoi. Parce qu'en fait le fait qu'il y ait qu'un seul placenta, c'est plus à risque que des jumeaux qui ont 2 placentas. D'accord. Parce qu'en fait du coup les 2 cordons sont reliés donc dans le placenta et ils se font des échanges de flux sanguin tout au long de la grossesse. J'ai entendu parler de ça. Et s'il y a un bébé qui prend plus de flux sanguin que l'autre, donc ça amène à des retards de croissance au départ et puis si ça devient de plus en plus grave, c'est le bébé qui peut mourir en fait et après la mère aussi. Donc du coup, c'est très surveillé comme grossesse, c'est une écho tous les 15 jours. D'accord. Pour vérifier justement que ces flux sanguins se font dans les bons sens et qu'il n'y en a pas un qui pompe plus que l'autre. D'accord. Donc tous les 15 jours, je faisais 1h30 de route pour aller à Marseille. Ouais, pour faire l'écho. Et à chaque fois, c'était la sensation émotionnelle parce que du coup, c'était genre... Est-ce que là ça a tenu pendant ces 15 derniers jours, donc le stress d'avoir l'écho et qu'elle me dise c'est bon, tout va bien, donc la pression redescend et puis hop on repart encore 15 jours, on attend avec cette épée sur la tête en se demandant si le STT va arriver ou pas. Ouais. Et ça pendant tous les 8 mois de grossesse, donc c'était... Le STT, c'est le syndrome transfuseur-transfusé. Ouais, donc c'est celui-là qui explique les liens, les échanges de liens. Et ça on peut s'en rendre compte qu'à l'écho. Que à l'écho. Tu peux pas le sentir. Non, toi. pas du tout. Ah ouais. Ok, ouais, donc je comprends mieux le stress. Alors pour revenir, en fait, ça tu vas nous expliquer un petit peu plus le suivi de ta grossesse, mais pour revenir au début à l'annonce, du coup ton mari était avec toi ? Oui, lui il était là, stoïque. Il a paniqué aussi ? Non, je crois qu'heureusement qu'il a été nous deux, parce que moi j'étais en roue libre totale, et lui il était stoïque comme un roc à côté de moi, et... en sortant il me dit oui mais c'est bon, tout va bien, c'est pas grave, de bébé, on va y arriver. Ok. Moi j'étais en pleurs, j'appelais ma mère et heureusement finalement heureusement ça a fait la balance des c'est ça, la balance des émotions quoi. Je sais pas s'il a vraiment réalisé aussi. Oui, c'est possible aussi, ouais. Donc voilà. Donc, et alors au niveau du suivi de cette grossesse, donc tu disais donc effectivement des échos tous les 15 jours, est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont un petit peu particulières, comment ça a été ton suivi de grossesse et comment s'est passée ta grossesse en fait? Du coup, je suis partie dans un hôpital de stade 3 parce que le taux de prématurité est assez élevé pour ces types de grossesse. Ok. Donc j'avais pas le choix, il fallait que je sois à Marseille avec eux ici qui avait cet hôpital. Donc des gynécos tous les 15 jours, c'est quand même intense. Sage-femme tous les 15 jours, à chaque fois je faisais un rendez-vous sage-femme et un rendez-vous gynéco. Et après, à la fin, à partir du 6e mois, j'avais une sage-femme qui venait au départ tous les 10 jours à domicile, et après, toutes les semaines, et le dernier mois, c'était tous les 2 jours. D'accord. Elle venait faire un monito pour vérifier que tout Elle faisait le monitoring, ouais. D'accord. Donc c'était un suivi très intense, très médical aussi. Moi qui voulais absolument pas ça, c'était... tout ce que je voulais pas, je l'ai eu pour cette grossesse, donc on a fait banco. Mais du coup, elle s'est quand même bien passée la grossesse, malgré ses... En fait, au final, oui, maintenant que je vois, parce que mon corps a tenu quand même jusqu'à la fin, donc en fait, j'ai fait une pré-éclampsie à 36 semaines de grossesse. Ah, quand même, oui. Mais c'était le début de la pré-éclampsie, donc en fait à l'hôpital ils ont pas voulu me déclencher de suite parce qu'ils voulaient faire tenir les bébés le plus possible pour qu'ils maturent le plus. Donc j'ai tenu encore 15 jours avant que mon corps il lâche complet, et que là par contre c'était un déclenchement en urgence. Et donc à part la pré-éclampsie à la fin, mais qui moi m'a impacté post-accouchement,
pour les filles, au final, elles ont... Enfin, tout s'est bien passé, mais... En fait, c'était tellement anxiogène, c'était tellement... j'avais peur d'avoir des jumelles, c'était pas le plan. Ouais. Je me suis dit, qu'est-ce qui va nous arriver? Tout ce suivi médical, alors que je voulais quelque chose de très naturel, je voulais accoucher le plus naturellement possible, dans une baignoire et tout. Enfin, bref, j'ai rien eu de tout ça. Je me suis retrouvée perfusée de partout, dans un lit, enfin, la position la plus classique, et enfin, bref. Donc... Alors, tout ça psychologiquement, ça a été dur en fait à accepter. Ouais, accepter, ouais, exactement. Voilà. Et donc, du coup, t'as tenu jusqu'au 8e mois, parce que c'est ça, en fait. Hein, fin du 8e mois, c'est ça. Et donc, t'as eu cette pré-éclampsie... à 36 semaines, vraiment, à la milieu du 8e mois. Et alors, comment ça s'est passé, ça? C'est-à-dire, un jour, tu t'es levée, t'étais en fait, pas bien, t'as senti les symptômes, on t'avait non, prévenu? moi, j'ai même pas senti particulièrement, si ce n'est que j'étais gonflée, mais bon, j'avais déjà un ventre qui faisait 1m10 de diamètre, donc ça se voyait plus, en fait. J'étais un tonneau, on pouvait me rouler par terre, j'allais tout droit. Et c'est ma sage-femme en fait qui, du coup, en venant tous les 2 jours, elle me faisait la tension et elle voyait que ça montait, mais petit à petit c'était assez vicieux en fait. Ouais. Et c'est elle qui a appelé l'hôpital, qui m'a dit, qui m'a fait hospitaliser de son côté. Et à l'hôpital, eux, ils ont reconnu les signes, mais ils ont ils ont décidé que les bébés étaient pas encore assez matures, donc en fait ils m'ont surveillée, donc je suis restée à l'hôpital les 15 derniers jours et D'accord. En attendant que... T'étais hospitalisée donc à Marseille. Ouais, hôpital Nord. Ton accouchement était prévu là-bas. Hein. Voilà, c'est ça. Là où j'ai eu mon suivi à partir du 3e mois. D'accord. En fait. Donc t'étais suivie par les mêmes équipes? Oui, bah alors ça change beaucoup parce que c'est un CHU, donc du coup il y a beaucoup. Enfin, j'ai eu toute l'équipe qui a tourné, mais du coup je les connaissais. Oui, bah oui, c'est un côté peut-être un petit peu rassurant. Ouais. Et d'ailleurs, j'avais sympathisé avec une gynéco qui était vraiment super et qui, ce jour-là, elle était de garde la nuit, mais j'ai accouché à 10h du matin et malgré ça, elle travaillait plus, mais elle était restée pendant l'accouchement pour être à mes côtés. Et ça, je trouvais c'était super, ouais. Parce qu'un accouchement gémellaire, il faut savoir que c'est 20 personnes dans la salle. Ah oui. Ouais. Parce que toi, c'est un accouchement voix basse que t'as eu. J'ai demandé, ouais. Je leur avais dit, je veux absolument au moins ça, vu que j'arrivais pas à avoir tout ce que j'avais envie. Et je leur avais dit, la césarienne, c'est vraiment s'il y a un danger vital, mais je veux essayer de les faire sortir toutes seules. Et vu que le déclenchement était fait, donc du coup c'était sûr que j'allais accoucher dans les 12 heures qui arrivaient, donc au niveau du placenta, vu que la pré-éclampsie c'est quand le placenta il déconne, en fait il commence à envoyer des flux toxiques. Il contrôlait, il m'avait dit ok on tente, et si on voit que le placenta commence à abîmer les bébés, à ce moment-là on tentera la césarienne, mais si t'arrives à les expulser avant que ça dégénère, on fait voix basse. D'accord. Et c'est ce qui s'est passé, donc j'ai eu beaucoup de chance d'arriver à les sortir les 2 en voix basse. Super. Et voilà, et donc du coup, donc il y a 2 équipes de pédiatres avec leur staff pour les bébés, il y a 2 gynécos, puis vu que c'est un CHU, donc il y avait aussi plein d'étudiants qui étaient là, parce que une grossesse gémellaire monozygote, c'est rare, donc c'était genre le show à pas manquer. Le cas, ouais. D'accord. Ouais. Donc on était au moins 20 dans la pièce, quoi. C'était super. On t'avait prévenu de ça quand même, tu le savais? Oui, ça je le savais. Tu t'y attendais? Ouais, juste ils m'ont demandé pour les étudiants s'ils pouvaient venir. Je me suis dit autant qu'ils apprennent quelque chose, puis j'avais on est 5 de plus ou moins 5 de moins. Finalement, tu les vois pas, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc, en fait, ils ont décidé de te déclencher parce que, justement, la pré-éclampsie s'accélérait un petit peu, c'est ça? C'est ça, ouais. À la fin, j'en pouvais plus. Et en fait, c'est vraiment après accouchement que j'ai eu tous les signes. Donc, du coup, j'ai perdu la vue pendant 4 heures. Donc, ça, c'était... Après l'accouchement? Ouais, après l'accouchement. Quand même. Et ça a été atroce parce que je me suis dit... pareil, c'est encore... On découvre ses bébés, c'est un moment normalement joyeux. Et puis, d'un coup, je vois ma vue qui floute. Et puis, ça devient le blanc opaque. Je voyais plus rien. Le blanc. Ouais. Je voyais blanc. Blanc. C'était atroce. En fait, c'était parce que j'étais à 22 de tension. Et donc, dans mes neurones, ça connectait plus. Et il a fallu que le médicament fasse effet. Le temps que ça fasse effet, pendant 4 heures, j'avais plus la vue. C'était hyper anxiogène, quoi. Ah non, mais c'est un truc de fou. Ouais. Donc, en fait, ça s'est arrivé combien de temps juste après l'accouchement? Non, c'est arrivé... Attends, j'ai accouché jeudi, c'est arrivé le samedi, donc... Oui, au moment où tu t'attends pas du tout. Non, pas du tout, ils voulaient me faire sortir. Heureusement que t'es pas sortie, quoi. Et non, mais c'est moi qui leur disais, mais là, je me sens vraiment pas bien, je me sens vaseuse, j'ai mal à la tête et tout. Et en fait, j'ai tous les signes qui sont arrivés d'un coup comme ça, qui sont tombés en cascade. C'est fou. Ouais. Donc il y a eu ça comme signe. Et quoi d'autre? Ça, maux de tête, et puis ils m'ont fait faire une protéinurie, donc du coup j'ai dû faire pipi dans des petits pots, et en fait ils voyaient aux analyses que j'avais trop de les protéinuries, ça s'appelle, ouais. Et c'est ça qui est le signe de la prééclampsie. Ça c'est les reins en fait, c'est ça? Ouais, c'est ça, j'avais mes reins qui avaient
qui marchaient plus. Du coup, non seulement t'es pas sortie, mais t'es restée encore un petit peu. Et je suis restée 10 jours. Ouais, 10 jours. 10 jours pour moi, du coup, pas pour les filles, parce que généralement, c'est pour les enfants qu'on reste à l'hôpital. Et là, pas du tout. Enfin, à la maternité, les filles, elles allaient très bien. En plus, c'était des beaux bébés que j'ai mis au monde. Elles faisaient plus de 2 kilos chacune. Donc, pour des jumelles avec 1 mois d'avance, c'était parfait. C'est parfait, ouais. Donc, elles sont pas allées en couveuse. Elles sont pas allées en couveuse, du tout. Elles étaient nickel. Hein. Donc, c'était moi qui... Ça allait, ouais, mais bon, en même temps, c'est hyper dur parce que c'est quand même un moment, comme tu dis, à la fois un moment hyper privilégié, mais c'est aussi un moment où on est quand même déjà normalement assez fatigué. Ouais. Donc là, en plus, quand t'as ce genre de signes, ça a dû être assez dur, j'imagine, physiquement. Très anxiogène, ouais, vraiment. Ouais. Puis surtout, on me disait pas, en fait. C'est après, à la sortie, quand ils m'ont donné tous les papiers, qu'ils m'ont expliqué qu'il fallait que je voie un cardiologue, que je voie je me rappelle même plus le nom des médecins qui font les reins, tout ça. Enfin, j'avais plein de spécialistes d'aller voir. Et ils m'ont dit, voilà, vous avez fait une prééclampsie, mais ils m'ont dit à la fin, vraiment. Pendant tout le temps que ça se faisait, ils t'ont pas prévenu, quoi. Non. D'accord, ouais, ça c'était peut-être pour éviter de te faire paniquer ou je sais pas. Je sais pas, ouais. Mais du coup, c'était. Mais ne pas savoir, c'était pas. C'est pas bien, non, c'est clair. C'était pas la meilleure période de ma vie. Donc c'est quelque chose qui a commencé en fait, avant l'accouchement. Et c'est vrai que moi j'avais je pensais, je connaissais en fait l'éclampsie, la pré-éclampsie, mais je pensais qu'en fait une fois qu'on avait accouché, tout disparaissait en fait. Il y en a beaucoup qui la font aussi après accouchement en fait. C'est vraiment. C'est pour ça qu'il y a un suivi. Oui. Après les accouchements, d'accord. Voilà. Bon, donc du coup, les petites, elles allaient très bien. Elles vont très bien depuis le début. Elles n'ont aucun souci. On a eu beaucoup de chance justement qu'elles échappent à la grande prématurité. Parce que c'est aussi le lot des parents jumeaux assez souvent. Donc nous, on est vraiment chanceux de ce côté-là. Et voilà, donc elles, non, tout va bien. Et vous êtes sortie 12 jours après ton accouchement, c'est ça. Voilà. Et alors comment ça s'est passé ce retour à la maison, ces premiers mois? Alors du coup moi les 3 premiers mois je suis restée alitée parce que j'avais vraiment aucune force parce que du coup j'étais encore en 22 de tension constante, ça a duré hyper longtemps. 3 mois, pendant 3 mois j'avais ni les reins ni le cœur qui marchait correctement. D'accord. Et du coup ça a été une grande faiblesse physique et j'étais au lit en fait. Je pouvais même me lever, il fallait que mon mari m'aide à aller aux toilettes, à me laver et tout parce que je pouvais pas quoi, physiquement c'était trop dur. Donc tenir mes bébés c'était le bout du monde en fait. Donc j'ai passé les 3 premiers mois au lit à me reposer en même temps avec des nouveau-nés. Ça va, en plus c'était la période de l'hiver parce qu'elles sont nées en octobre, donc c'était octobre, novembre, décembre, donc c'était cocooning à la maison. Enfin c'était pas non plus une... Oui, tu l'as pas senti comme un... Il faisait pas beau dehors, donc on était bien et voilà, à se câliner dans le lit. Et après j'ai des souvenirs très flous parce que du coup justement à cause de cette tension j'ai vraiment perdu la mémoire sur toute cette période. Donc c'est plus par rapport à des photos et par rapport à ce que mon entourage me raconte que j'arrive à peu près à restituer ce qui s'est passé, mais en fait vraiment j'ai pas vraiment de grands souvenirs de cette période des premiers mois. C'est fou cette histoire. Et comment en fait ils ont expliqué que ça dure 3 mois? Enfin je sais pas, c'est classique ou... Oui, c'est classique parce que vous verrez dans 3 mois ça partira. Ah, c'est 3 mais mois. Vraiment ils étaient c'est comme ça quoi. Mais même le généraliste après quand j'allais voir pour prendre la tension, du coup j'avais une infirmière à domicile qui venait tous les matins et tout. Et non mais tout va bien en fait, il y avait pas de stress pour eux, je prenais mon médicament et puis de lui-même ça partirait et en effet c'est parti du jour au lendemain à mi-décembre quoi, vraiment 3 mois et demi après l'accouchement. Un jour tu t'es réveillée, t'étais en forme, c'est ça? Ouais en fait j'avais plus cette sensation de faiblesse en fait. C'était vraiment c'est très bizarre à expliquer. C'est fou parce que t'avais un traitement quand même pendant ces 3 mois. J'avais un traitement de cheval, c'est un Loxène qu'on donne 3 fois par jour, 50 mg, c'était vraiment costaud. D'ailleurs je l'ai pris pile poil pendant ma montée de lait et du coup ça m'a cassé un peu ma production. Parce que tu les as allaités en fait? Je voulais les allaiter 100%, donc pareil, toujours dans ma démarche naturelle jusqu'au bout. D'accord. Donc j'ai voulu les allaiter, mais avec le traitement, ma montée de lait, elle a été cassée. Donc en fait, je faisais un mix, j'en allaitais une, l'autre était au biberon avec son père, et puis la tétée d'après, on échangeait, j'allaitais, etc. Ah, t'as quand même réussi à les allaiter, waouh, c'est super, franchement. Mais ça reste quand même, c'est pas de l'allaitement 100%, donc du coup, j'en reste toujours une petite... Oui, c'est vrai, ça te laisse une petite... Mais déjà, je voulais les allaiter au moins 1 an. D'accord. Et en fait, j'ai pas pu tenir jusqu'à 4 mois maximum parce que du coup, les 2 en même temps, je les mettais en ballon de rugby. Oui.
Et à bout de 4 mois, elles en avaient marre d'être allongées comme ça. Après, en grandissant, l'enfant, il change de position au sein. Oui. Et moi, avec les 2 en même temps, et comme je voulais qu'elles soient calées sur le même rythme pour survivre, moi aussi, je pouvais pas les allaiter autrement que dans cette position. Et elles voulaient plus. Donc, c'est d'elles-mêmes qu'elles ont arrêté le sein. Et pareil, c'était encore une étape. C'était trop tôt pour moi. J'étais pas prête. J'avais envie d'allaiter encore plus longtemps. Et en fait, non. Tu t'es adaptée à leur souhait, quoi. Ouais. D'accord. Et sinon, à part ça, comment vous avez trouvé vos marques avec ces 2 bébés? Est-ce que ça s'est fait Oui, ça va, ça s'est bien fait. Elles dormaient beaucoup? C'était des bébés comment? C'est pas des bébés qui... Alors en fait, je me rappelle même plus toute cette période, ça c'était dingue. Ouais. En fait, elles ont vraiment pour moi, elles ont dormi quand elles sont rentrées à l'école là. Et ça fait depuis septembre dernier qu'on a enfin des nuits complètes. Donc elles ont jamais eu un sommeil. C'est quand même C'était long, 3 ans. 3 ans, c'est long, ouais. Mais elles ont jamais eu un grand sommeil. Par contre, elles m'ont toujours fait des grandes siestes la journée. Donc ça, c'était agréable pour se reposer. Et en fait, je les ai calées sur le même rythme dès la naissance. Donc ça aussi, c'était. Oui, puis c'est plusieurs écoles là-dessus. Ouais. Donc toi, tu les as calées ensemble. Mais ça, c'est pas. J'ai pas eu l'impression de les forcer en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où elles sont nées. Je leur ai donné le sein en même temps, donc du coup répondre à leurs besoins nutritifs en même temps, et donc à partir de là c'est parti tout seul de donner à manger en même temps tout le temps, et donc ça n'a pas été T'attendais pas forcément qu'elles pleurent toutes les 2 Non. Ouais. Non. Alors je supporte pas quand elles pleurent toutes les deux. Enfin, quand l'une des 2 pleure, donc je suis la mère qui anticipe. Qui anticipe, ouais. J'ai là jamais laissé pleurer. C'est plus fort que moi. C'est pas possible. Donc du coup, en fait, si par exemple il y en a une qui avait faim, du coup tu prenais l'autre aussi en même temps ou... En fait non, d'elles-mêmes elles se sont mis. Comme ça s'est fait vraiment naturellement. Quoi. Y a pas, je me suis pas trop. Tout ça a été un truc facile à faire, bizarrement, que j'ai appréhendé beaucoup étant enceinte. Je m'en rappelle parce que je demandais sur des forums à des mères de jumeaux comment faire et tout, et en fait ça s'est fait naturellement. Ah ouais, donc quel âge biberon tété et les heures de sommeil aussi à peu près. En même temps, sachant que la nuit elle se réveillait à 3h, elles se sont réveillées longtemps, à 3h du matin pour bouffer. On n'en finissait pas. Ouais. Et en fait, si on revient un peu à la projection, donc tu disais que t'avais des craintes quand t'étais enceinte, donc t'avais cette crainte-là de comment les nourrir et tout. Est-ce qu'il y avait d'autres choses qui te stressaient par rapport au fait que c'était des jumelles? Qu'est-ce qui me stressait? J'avais peur de pas les reconnaître, mais je crois que ça c'est un truc de toutes les parents de jumeaux. Et en fait, non, dès la naissance, dès le regard, j'ai su qui était qui. C'est fou ça. Et pourtant, c'est des vraies jumelles. Hein. Génétiquement, elles ont les mêmes. Ouais, elles se ressemblent beaucoup. C'est les mêmes de chez même, mais. Aujourd'hui, quand je vois des photos bébés, je suis incapable de savoir qui est qui, par contre. Ah, c'est marrant. Et à l'époque, tu t'es jamais trompée. Mais à l'époque, je me suis jamais trompée. Et alors, comment tu les reconnaissais? Comment ça se... c'est une attitude, une manière d'être, je sais, c'est pas... un caractère. Ouais, c'est ça, c'est leur caractère qui, pour le coup, est extrêmement différent l'une de l'autre. Donc, il y avait pas de doute, en fait, de savoir... Puis Elisa a toujours été un peu plus ronde, un peu plus grosse, quoi. Donc, du coup, physiquement, ça se voyait aussi, quoi. D'accord. Donc t'avais cette crainte-là, et il y en avait d'autres? D'autres choses que t'avais en... En fait, je me suis pas trop projetée, parce que du coup, comme j'avais cette épée un peu au-dessus de ma tête de savoir s'ils allaient vivre ou pas pendant tous les 15 jours, j'ai pas voulu trop me projeter parce que j'avais peur que ça arrive pas jusqu'au bout et qu'on les perde. Donc non, j'ai pas trop cherché à savoir qu'est-ce qui allait nous arriver après. Et le fait que ce soit 2 filles, en fait, des jumelles, est-ce que, et pas des jumeaux ou une fille et un garçon, est-ce que c'est quelque chose qui a joué un peu dans ta préparation mentale? Complètement, parce que, alors pareil, ce premier gynéco de campagne que j'ai vu, il m'annonce, ce sera forcément une fille et un garçon. En fait, je n'y connaissais rien en grossesse gémellaire, et donc il me dit ça. Et 3 semaines après, j'arrive à Marseille pour commencer mon suivi régulier et tout. Et donc, je tombe pour le coup sur des spécialistes et qui m'expliquent tout ce qui se passe. Et ils me disent, mais non, mais c'est impossible, vous avez un seul placenta, ça sera forcément le même sexe, soit des garçons, soit des filles. Et donc, du coup, ça m'a un peu mis je sais pas comment dire, j'étais un peu déçue dans le sens où j'avais vraiment envie d'avoir une fille. Ça s'explique pas, hein. C'était, j'avais cette envie d'avoir une fille. Et donc, quand on m'avait annoncé, donc parmi toutes ces mauvaises nouvelles de cette première écho, qu'on m'avait dit qu'il y aurait quand même un garçon et une fille, je me suis dit, ouf, je vais quand même avoir ma petite fille. Et là, qu'on me redise encore 3 semaines après, finalement, ça sera soit 2 filles, soit 2 garçons. Et donc, il y a encore cette question qui est en suspens.
je me suis dit, oh là, si on a 2 garçons, mais on va galérer, 2 garçons, ça va être atroce. C'est un pur cliché, hein, je suis sûre que c'est n'importe quoi. Sais pas, ouais, c'est sûr. Je sais pas du tout, mais c'était mon ressenti du moment, et ça a été la panique à bord. Et quand enfin, à 5 mois de grossesse, on m'a dit que c'était 2 filles, que c'était sûr, que c'était confirmé, là, j'ai eu vraiment un vrai soulagement, et j'étais vraiment heureuse d'avoir eu mes 2 filles. Genre mon rêve un peu de maman qui a ses filles et donc voilà. Et suite à ça, mon ventre a poussé parce que les 5 premiers mois, j'étais plate comme une planche à pain. Ouais, j'avais pas de ventre. J'étais tellement angoissée, tellement stressée que du coup, limite en déni de grossesse en fait. Donc j'étais plate. Et je suis sortie de l'écho. Le lendemain, j'avais un ventre. Ah, c'est incroyable ça. Ça a dû te faire trop bizarre. Ouais, non c'était très très bizarre. Ouais. Ah, tu l'as vu toi quoi, tu l'as vu sortir quoi. Complètement, ouais. Mais vraiment c'est fou, ouais. Et puis ça se voit sur les photos parce que du coup mon mec me faisait des photos tous les 15 jours aussi. Ouais. Et on voit la différence entre l'avant et après. Donc toi, finalement, le fait que ce soit des jumelles, donc 2 filles, ça a été plutôt une très bonne nouvelle. Ouais, quoi. pour moi, ça a été une bonne nouvelle. Et du coup, j'ai pu aussi me projeter dans cette grossesse un peu plus parce que donc, quand ça allait mal, parce qu'à 6 mois de grossesse, j'ai eu un début de STT pour Louise qui était en danger. D'accord. Donc du coup, c'était un peu la panique à bord. Il m'avait aussi hospitalisée et tout. Et donc là, je me suis vraiment raccrochée à cette image de 2 petites filles avec des petites couettes, des robes qui tournent et qui jouent dans un champ. Et je voulais enfin, finalement, à 6 mois de grossesse, j'avais enfin envie d'avoir 2 bébés, alors que jusqu'à présent, j'en voulais pas, quoi. J'étais en déni de ces 2, parce que c'était pas le plan. Ouais. Et là, enfin, je me suis dit, non, là, je vais peut-être en perdre une. En fait, j'en veux pas, je veux les 2, quoi. Finalement, je veux le package. Et comment ça se passe d'ailleurs, le STT, ça se traite comment, en fait? Quand c'est vraiment déclaré, tout dépend, en fait, le nombre de semaines de grossesse qu'on est, mais ils peuvent faire avec un laser une opération in utero où en fait ils coupent le placenta en 2 pour pouvoir que chaque enfant ne fasse plus d'échanges. D'accord. Et si c'est vraiment trop avancé pour l'enfant, à ce moment-là c'est une césarienne en urgence. Pour le sortir. Quoi. Et forcément du coup de la prématurité, de la néonate et tout le bordel. Et toi en fait c'était un début en fait. Tout début, ouais. En fait c'était Louise qui prenait du retard de croissance. Donc en fait pour le moment ils observent. Donc ils attendent de voir si ça se fait naturellement, si l'enfant de lui-même en fait il reprend le dessus. Donc ils gardent juste en observation en m'indiquant toute la procédure. Donc là j'étais dans le cas où ils pouvaient faire une opération au laser si ça devait continuer. Et en fait d'elle-même elle a repris de la bête et elle a regrossi comme il fallait. Ouais. Super. Ouais, donc t'as eu toutes les phases. Ouais, c'était très très anxiogène comme grossesse. Et donc ensuite, tu nous as raconté un peu les premiers mois. Quand est-ce que tu t'es sentie devenir maman, toi, pour la première fois, tout de suite ou... Non, pas tout de suite. Ça, c'est sûr que non. J'étais là sans être là, en fait. Je me souviens très bien, début novembre, donc ça faisait 1 mois qu'elles étaient nées, d'avoir une poussée d'amour de dingue pour elles. Elles étaient devant moi, on venait de finir une tétée ou je sais plus. Et là, j'ai vraiment ressenti cet amour qu'on dit souvent qui arrive à la naissance quand on te les pose sur le ventre et tout. Mais moi, c'est à ce moment-là que je l'ai ressenti. Donc ouais, 1 mois après, cet amour dingue, il est arrivé, quoi. Et depuis... Depuis, il est dingue, mais après, j'ai eu beaucoup de mal à me connecter avec elles, par contre, parce que elles sont très, très, très fusionnelles entre elles. D'accord. Et vraiment, c'est dur de rentrer dans leur bulle de jumelles. Donc, on est souvent parents spectateurs. C'est ça qu'on se dit avec mon mari, c'est que... On sait qu'elles s'aiment entre elles avant de nous aimer. Enfin, c'est vraiment... C'est fou, ouais, c'est complètement dingue à observer au quotidien. Et du coup, en plus, elles se sont mises à parler très tard. Honnêtement, elles parlent depuis... La rentrée à l'école, ça a permis d'avoir un déclic, mais elles font vraiment des bonnes phrases depuis avril, là, donc les vacances de Pâques de cette année. Donc 3 ans et demi pour parler, c'est long. Ouais. Et quand on parle, ça permet quand même de débloquer plein de situations au quotidien, notamment la fameuse crise des 2 ans. Oui. Où nous on s'en est pris plein la figure parce que elle parlait pas, même pas, c'était des colères de dingue, mais c'était donc cette connexion avec elle, finalement ça fait que depuis là Pâques où enfin on échange, où je sens que elles me disent je t'aime maman depuis avril en fait. Donc elles sont enfin sorties de leur truc, en fait elles avaient besoin d'être et en fait, j'ai lu plein de trucs sur les jumeaux où c'est vraiment une phase aussi où ils ne font qu'un en fait. Ils sont 2 mais ils ne font qu'un. Ils se rendent pas compte encore qu'ils sont 2 entités à part. D'accord. Et ça s'est fait là naturellement ces derniers temps.
Et donc, quand elles ont enfin compris qu'elles étaient une personne unique à part entière, elles se sont enfin tournées vers nous et leur entourage et tout. Donc, c'est très récent, en fait. Ouais. Et comment se manifeste leur relation fusionnelle Ça va donc de l'amour fou en des câlins à se serrer très fort, à ma sœur, c'est tout le temps ma sœur. Et dans les 30 secondes après, c'est à se taper, se mordre, se tirer les cheveux. Ah ouais. C'est la montagne russe. Ouais. Voilà, montagne russe au quotidien, quoi. Mais toutes les 30 secondes, il se passe quelque chose. Voilà. Soit c'est de l'amour, soit c'est de la haine. Et ça passe de l'un à l'autre très facilement. Et est-ce qu'elles ont, souvent on entend des choses comme les jumeaux, ils ont un langage ou une façon de s'exprimer entre eux. Tout à fait. Elles ont leur propre langage. D'accord. Raison pour laquelle elles ont mis du temps à parler notre langage à nous. Ouais. Et elles ont inventé un vocabulaire, des mots. Ah oui. Oui, elles se disent. Là, elles ont un peu laissé tomber maintenant qu'elles savent parler comme nous. Mais il y a encore 6 mois en arrière, c'était une dizaine de mots qui leur étaient propres et qui leur suffisaient pour se comprendre, c'est dingue, vraiment dingue. Elles étaient en autosuffisance, quoi. C'est-à-dire qu'elles se comprenaient toutes seules. Nous, on était à côté pour nourrir, héberger, et voilà, quoi. Mais c'était... Ouais. Non, c'est très bizarre, ouais. Et du coup, comment t'as vécu ça, toi, en tant que maman, ce positionnement, et même avec ton mari, comment vous avez réussi, du coup, tu disais que toi, t'as réussi à trouver ta place de maman, concrètement là, assez récemment, mais comment t'as vécu ces 3 ans, du coup moi, en fait, ces 3 ans, ça a été très dur psychologiquement, mais je m'en suis rendu compte assez tard, au final, que j'étais en déprime postpartum, en fait, tout simplement. Et j'ai pris la décision de suivre une psychothérapie cet hiver que j'ai terminée en avril, et c'est cette psychothérapie qui m'a permis de me rendre compte de tout ce qui s'est passé, quoi, vraiment de toutes les étapes que t'as traversées, quoi. Et elle m'a donné plein de conseils aussi pour justement me connecter avec mes filles, donc de faire des bains avec elles en peau à peau pour reproduire cet environnement utérin qui était finalement hyper anxiogène pendant tous ces mois. En fait, je me suis jamais posée avec elle enceinte à apprécier le moment, en fait. C'était trop flippant pour pouvoir apprécier ce moment. Ouais. Et donc du coup, ça s'est ressenti dans la suite quand elles sont arrivées en vrai. Ouais. Et donc ma psy m'a expliqué qu'il fallait que je recrée cet état de grossesse, en fait. Même 3 ans plus tard. Ouais. D'accord. Et ça a vraiment bien marché. C'est vrai ? Je le recommande, ouais. S'il y a des parents qui ont des problèmes de connexion avec leurs enfants, le milieu du bain, eau chaude, en fait, être vraiment détendu. Ouais, un rappel. Ouais, c'est ça. Détendu dans le bain, comme quand elles étaient... C'est marrant, ça. Non, mais c'est vrai que spontanément, on pourrait penser que ça marche dans les mois qui suivent la naissance, mais... non, même 3 ans et demi après, ça marche. C'est chouette, c'est chou. Il n'y a pas d'âge, en fait, finalement, pour se connecter. Et ton mari, en fait, comment il a trouvé sa place, lui si toi, t'as eu du mal à trouver ta place de mère, j'imagine que lui aussi, il a peut-être eu du mal à trouver sa place de père. Lui, il est serein, en fait. Ouais. Il est tranquille. Il se pose beaucoup moins de questions que moi. Ouais. Il avance. Déjà, c'est lui qui s'occupait des filles entièrement les 3 premiers mois parce que moi, j'étais pas capable. Donc, ce lien, il a créé lui, finalement, en fait. Que moi, mon état physique m'en a empêché. Donc, en fait, il se pose pas trop de questions. Il avance. Oui. C'est un mec, quoi. Voilà. Et entre vous, comment vous vous êtes positionnés par rapport à cette naissance? Donc tu disais, lui, il est plus zen, donc il est là pour tempérer peut-être un peu tes émotions. C'est ça. Et au niveau des tâches du quotidien, parce que c'est quand même du boulot, quoi. Ouais. Ça, on est 50-50. Ça se fait naturellement. En fait, on est hyper fusionnels, lui et moi. Et ce qui est assez marrant quand je vois nos filles, c'est que... Oui, finalement. Ouais, on peut reproduire. Mais on se connaît depuis qu'on est au collège, donc on est chacun l'un pour l'autre notre premier amour de jeunesse, et au final on a grandi ensemble quelque part, donc c'est fluide entre lui et moi. On se pose pas de questions de se dire tel jour tu fais à manger, tel jour je fais le ménage, etc. Ça se fait, ça s'équilibre, on compte pas, en fait, ça s'équilibre. Super, ça. Je sais qu'on est dans une bonne phase, et jamais j'irai lui dire il faut que t'ailles ranger du linge, ou est-ce que ça se fait, quoi. Donc de même que lui, il va pas me dire faut que t'ailles faire les courses, ou je ne sais quoi. Donc on est dans un bon équilibre de ce côté-là, et le partage des tâches par rapport aux enfants c'est fait naturellement, mais comme il se faisait avant qu'elles arrivent, quoi. Oui, et puis j'imagine qu'en fait la phase où il a eu quand même tout son rôle à jouer des premiers mois, ça a dû aider aussi à ce que justement il y ait un espèce d'équilibre aussi à ce niveau-là, quoi. Voilà. Ouais,
Oh. Oui, il y a le mien qui pleure. Donc du coup, je voulais aussi parler avec toi, parce qu'en plus, justement, on parle de ton mari. Est-ce que la maternité a eu un impact sur ta vie professionnelle? Ouais. Comment ça, parce que j'imagine l'arrivée de 2 enfants d'un coup, quand on est à son compte, ça doit pas être simple. Non, comment c'est pas très simple du tout. Déjà, on a très peu de congés maternité, donc c'est un vrai problème. Ça a changé, je crois, depuis 2015. Non, mais là, ces dernières semaines, là, je crois que il était temps. des indépendantes s'est aligné sur les mamans salariées. Il était grand temps. Mais moi, à l'époque, j'en avais pas autant. Il n'y avait pas un congé spécial quand on a des jumeaux? En fait, je crois que c'est un dédommagement, un forfait en fait, qui donne à l'accouchement, mais après, concrètement, ça couvre pas vraiment, ça couvre juste les frais de fonctionnement, mais une entreprise, si elle vit pas, on perd vite du terrain, surtout aujourd'hui où tout est sur le marché, on doit tout le temps être présent, montrer qu'on est là, et tout va très vite. Ouais, tout va très vite. Donc ça, c'était une difficulté. Donc en fait, c'est mon mec qui a pris ma place à 100%. On était vraiment, et avant la grossesse, on était vraiment à 50-50 à bosser. En fait, on était une entreprise d'organisation et de décoration de mariage à la base. D'accord. Suite à l'accouchement où j'étais vraiment pas capable de faire quoi que ce soit, c'est lui qui m'a remplacée. Et dans les 2 années qui ont suivi l'été 2016 et l'été 2017, on a continué à organiser des mariages. Mais moi, à chaque fois que je devais partir les étés, donc c'était à chaque fois on partait vendredi, samedi, dimanche, ça faisait 3 jours complets où je devais laisser mes filles chez ma mère. Et à chaque nouveau week-end qui arrivait, c'était vraiment difficile de les laisser parce qu'elles avaient l'angoisse de séparation. Moi, du coup, je partais en n'étant pas vraiment bien, donc j'étais pas non plus forcément performante sur les mariages. Donc au final, on a pris la décision d'arrêter, de plus en faire parce que c'était plus possible avec notre vie de famille. Ouais. Et ça a un impact financier parce que ça rapportait quand même beaucoup d'argent à l'entreprise. Et oui. Donc du coup, il a fallu trouver une autre activité et on a lancé June & Jane, donc une boutique en ligne de décoration. Voilà. D'accord. Pour combler pour venir compléter. Ouais. Donc là, les mariages, c'est fini en fait. Depuis 2017, j'ai arrêté de me déplacer. D'accord. Mais en fait, depuis 2007, donc là on est en 2019, ça fait 2 ans qu'on financièrement on rame quand même pour arriver à retrouver cet équilibre financier qu'on avait avant la grossesse. Donc ça a vraiment eu un impact énorme, vraiment énorme financier et même moi, parce que moi j'adorais faire ça. Ouais, ce que j'allais dire, ça n'a pas été trop dur. Si, vachement dur, parce que moi j'adore organiser, décorer et tout. Enfin, j'ai pas arrêté parce que ça me saoulait ce boulot. J'ai arrêté parce que c'était plus possible avec mes filles. Donc ça a été un petit deuil à faire quand même. Encore un deuil. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses à revoir. Et mais du coup, comment tu te projettes en fait? Mais là maintenant June & Jane a bien pris son essor, ça marche bien, donc ça fait 2 ans qu'on le bosse et ça y est, là on a enfin trouvé un bon rythme de croissance. Ouais. Et donc maintenant je m'éclate quoi, ça y est, j'ai tourné la page et je suis dans une nouvelle activité qui marche bien du coup et qui me plaît et qui me booste et qui donne envie de développer. Mais c'est vrai que ça a été une phase de transition quand même assez longue quoi. Enfin faut pas parce que sur Insta ça paraît toujours simple, paraît toujours les paillettes et tout, se dire elle lance un truc, ça marche nickel, mais en fait non, il y a 2 années de boulot derrière en sous-marin qu'on monte pas forcément. Ouais, et puis des questionnements, des remises en question. Oui, parce qu'en fait vous en plus c'est non seulement ça a eu un impact sur ta vie professionnelle à toi, mais aussi finalement sur votre vie professionnelle collective. C'est ça. Et, donc, et du coup, il se retrouve maintenant. Mais lui, il continue les mariages en tant que DJ seulement maintenant. D'accord. Donc lui, il se déplace le week-end. Tous les week-ends encore, Là, ça y est, la saison a commencé du coup. Ouais, c'est grosse saison. Et du coup, en fait, on va parler un petit peu de transmission. Donc, la question que j'aime bien poser, c'est est-ce qu'il y a des valeurs en particulier que tu aimerais transmettre à tes filles? Et puis, et aussi, en fait, est-ce qu'il y a des choses que t'ont transmises tes parents? Enfin, est-ce que ta relation à ta propre maman a un impact sur ton vécu de la maternité? Enfin, voilà, comment ça se passe pour toi à ce niveau-là? Moi, je sais que ma mère, elle m'a beaucoup donné confiance en moi depuis toujours. Et ça, je l'en remercie énormément. Et c'est ce que j'aimerais arriver à transmettre à mes filles, parce que quand on a la confiance en soi, finalement, on avance dans la vie, on arrive à faire des choses. Et ça peut aussi être un défaut dans le sens où on fonce et on voit les conséquences après. Mais je sais que je le vois vraiment comme une force personnellement et j'aimerais vraiment arriver à le transmettre à mes filles pour qu'elles ne doutent pas d'elles, qu'elles puissent être libres en fait de leur choix, de ce qu'elles voudront choisir. Après, ce que je nuancerais, c'est que j'étais un peu élevée dans cet esprit où
la femme peut un peu en mode lady boss, voilà, on gère carrière, on gère enfant, on gère maison et on a toutes ces casquettes sur la tête, ce que ma mère a toujours très bien réussi à faire et qu'elle m'épate, mais que moi j'ai beaucoup plus de difficultés finalement. Et je me suis rendu compte les premières années avec les filles, c'est que je voulais avoir ces 3 casquettes, vraiment être cette femme qui gère tout et qui arrive. Et en fait, je me suis plus épuisée à vouloir le faire qu'autre chose. Et donc, ce que j'aimerais transmettre à mes filles, c'est que quand on devient mère, on peut accepter le fait de mettre en pause sa carrière, on peut accepter le fait que la maison, elle sera pas rangée tout le temps. Et c'est pas grave, en fait. C'est une parenthèse d'une vie, c'est à un moment donné, et que ça repartira après, que quand les enfants iront à l'école, il y aura un nouveau souffle qui va arriver et tout ça. Donc ça, c'est un peu envie de leur transmettre ça à mes filles. Oui, finalement, parce que là, du coup, ça fait appel un peu au sujet équilibre vie pro, vie perso. Toi, t'en penses quoi, en fait, de ça? Tu penses que c'est extrêmement dur. Enfin, moi, perso, c'est un combat de tous les jours. Ouais. En plus, on travaille à la maison, donc du coup, la frontière pro et perso, elle est très mince. Et les filles ont beaucoup de mal à comprendre quand on est dans le bureau, qu'on peut pas jouer, que c'est le moment du travail. Donc, en plus, on est là en train on fait du bois. Enfin, c'est pas un boulot... classique dans le sens où t'es derrière un ordi, tu fais du papier et tu pars au travail tous les matins et tu rentres. Là, c'est presque un jeu pour elles de nous voir faire des emballages avec elles pensent qu'on fait des cadeaux toute la journée, en fait. Donc, du coup... C'est génial comme ce qu'ils font, tes parents, ils font des cadeaux. Voilà, donc du coup, c'est vrai que pour moi, c'était un vrai défi que j'ai toujours pas réussi encore à trouver et que... Oui. J'espère que ça va marcher dans les quelques temps. Mais du coup, toi, tu penses que effectivement, d'après ce que je comprends là de ce que tu m'as dit, c'est que finalement c'est un équilibre qui nécessite à des moments de mettre pause sur ça. Pour moi, c'est comme ça que je le trouve que à tout vouloir tout faire, on peut s'épuiser en fait. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'ai vraiment fait un épuisement maternel en fait. Et donc du coup, je voudrais les préserver de ça parce que ça tue quoi. C'est pas agréable. C'est sûr. Donc j'aimerais vraiment qu'elles comprennent que si elles deviennent mères et qu'elles ont besoin, après si elles y arrivent, parce que ma mère a très bien réussi, donc il y a des femmes qui réussissent à tout gérer sans aucun souci. Si elles y arrivent, vraiment je les soutiendrai à fond, mais si elles y arrivent pas, c'est pas grave en fait. Et c'est normal, ça peut être normal et voilà, et de mettre en pause sa carrière pour s'occuper de ses enfants pendant un temps, c'est pas si mal vu que ça, que ce que la société a un peu tendance à montrer, je trouve, aujourd'hui quand même. C'est sûr. Et en fait, donc tu me disais que tu avais fait un épuisement maternel, c'est quelque chose que tu as ressenti récemment, je m'en suis rendu compte grâce à ma psychothérapie en fait, oui, d'accord. Parce que j'étais dans ce brouillard sans vraiment comprendre ce qui m'arrivait, mais à faire les gestes machinalement, être constamment épuisée, à vouloir aller à la poste et en fait me retrouver sur le parking du supermarché, enfin vraiment j'étais là mais sans être vraiment là quoi. Donc et d'ailleurs c'est vraiment une période très floue les premières années de mes filles, j'arrive pas vraiment à dire qu'est-ce qui s'est passé quoi. T'as vécu dans un tunnel un tunnel noir, très noir. Du coup en fait c'est grâce à tes thérapeutes que t'as réussi à prendre un peu du recul complètement, à comprendre tout ça et à me dire que c'est pas si grave que ça et que je vais tourner la page et que le meilleur reste à venir. Oui, d'autant qu'en fait finalement c'est un sujet sur lequel la parole se libère un peu aussi sur l'épuisement maternel et parental et finalement c'est plus répandu que ce qu'on pense en fait en réalité. Donc chez les jumeaux c'est quasi systématique en fait en plus, donc chez parents de jumeaux l'épuisement parental c'est quelque chose. Est-ce que vous avez d'ailleurs d'autres parents de jumeaux avec qui vous pouvez échanger pour vous rendre compte un peu ou pour avoir une espèce de soutien, je sais pas, des associations ou Il existe une asso, c'est Jumeaux et Plus, mais moi dans mon bled il y en a pas, elles sont plus concentrées dans les grandes villes. Donc après c'est les réseaux sociaux en fait. Je suis sur Facebook, je suis dans un groupe de parents de jumeaux et c'est vrai que ça aide beaucoup sans connaître finalement les gens en vrai en réalité, mais ils sont un peu dans toute la France en fait. C'est ça, toute la France entière. Ah, c'est cool. Et vous pouvez échanger en fait sur des thématiques des thématiques propres à la gémellité. Et puis après vraiment il y a encore une différence entre les dizygotes et les monozygotes, parce que voilà, les dizygotes c'est un frère et une sœur ou même deux frères ou même deux sœurs, mais ça reste deux œufs, deux spermatozoïdes, donc c'est deux entités vraiment différentes. Alors que moi, dans mon cas des monozygotes, c'est un seul œuf et un seul spermatozoïde. Donc c'est comment dire, des problématiques psychologiques encore différentes en fait à appréhender, de fusion qui n'ont pas les dizygotes. Donc et ça, les monozygotes, il y en a très peu. C'est vraiment, donc pour en trouver, j'en trouverais pas à côté de chez moi, ça c'est sûr. Ça c'est aussi la magie des réseaux sociaux. Et c'est ça, c'est vrai que c'est cool. Et Instagram aussi d'ailleurs, j'ai rencontré plein de mamans
de jumelles monozygotes grâce à mon Insta. Ouais, du coup, ça te permet d'avoir un peu du soutien et de l'échange. Grave. Et puis à chaque fois, on se dit, on est jumeaux de parents, nous aussi, quand on poste quelque chose et qu'elle me dit, mais oui, mais moi aussi, je suis en train de vivre ça, c'est un truc de dingue et tout. Ouais. Mais non, c'est pas mal, vive les réseaux. Et d'ailleurs, à ce sujet, un sujet qui m'intéresse pour repartir sur les jumelles, tu disais qu'elles sont rentrées à l'école. Comment vous avez fait? Vous les avez mises dans la même classe ou séparées? Même classe, et elles le seront jusqu'en CE2 à peu près, parce que c'est ce que recommandent les neurosciences aujourd'hui. D'accord. Parce qu'ils ont besoin de maturation du cerveau pour vraiment comprendre tous les enjeux que ça signifie de pas d'être séparés l'un de l'autre. Ouais. Et du coup, en fait, la maîtresse nous a dit que ça se passait très bien. En fait, elles ont besoin de se voir mutuellement dans la classe pour aller bien. Oui. Mais en fait, elles ne jouent jamais ensemble de la journée. Ah, c'est vrai? Ouais, elles sont chacun dans leur coin, elles ont chacun leur groupe. À la cantine, elles mangent pas à la même table et tout. Donc en fait, le fait de pas les avoir séparées, d'elles-mêmes, elles se séparent naturellement. Et c'est ce qui fait que ça se passe bien et qu'elles soient bien... D'accord. Qu'il n'y a pas de traumatisme. Leur intégration dans la classe s'est passée super... Nickel. C'est intéressant, non, mais bon, c'est vrai que c'est un sujet complètement qu'on parle de l'extérieur en fait, quand on n'a pas de jumeaux, c'est un sujet dont on entend parler, l'histoire de l'école, est-ce qu'il faut les séparer ou pas, est-ce que voilà. Mais c'est très dur parce que du coup on peut faire face à un personnel enseignant qui n'est pas calé sur les neurosciences d'aujourd'hui et qui ont du coup ces préjugés, il faut séparer les jumeaux pour qu'ils aient leur propre identité. Et ce qui est complètement fou en fait. Donc je sais que ça peut être un combat pour certains parents l'école veut absolument les séparer. Quoi. D'accord, c'est des fois l'école qui pousse quoi. Complètement. Nous ils nous l'ont proposé Donc on leur a dit très clairement qu'il était hors de question et que même s'ils le faisaient, on irait jusqu'au rectorat et tout. Enfin, je veux vraiment pas je veux qu'ils respectent mes filles par rapport à ça. Oui, puis c'est votre choix aussi, donc ça c'est sûr que c'est important que ça soit respecté. Et pour reparler de toi, comment en fait tu vis ton rapport à ton corps de maman? Parce que tu disais que ton corps il a quand même beaucoup évolué finalement dans cette grossesse. D'abord pas de ventre, ensuite beaucoup de ventre. Et comment tu vis ça 3 ans après? Quel est ton rapport à ton corps? Maintenant ça va, mon corps. J'ai accepté le fait que j'aurais les hanches plus larges, forcément avec 2 portées de bébé. Physiquement ça change. Et que je ferai plus jamais du 36, mais bon, c'est pas très grave. Non, j'ai pas de soucis particuliers par rapport à mon corps. Et pendant la grossesse, le voir changer comme ça ça m'a intriguée en fait. Je trouvais ça énorme cette possibilité finalement en plus je suis plutôt toute petite je suis petite de taille, j'avais un bassin très très fin. Et ça aussi c'était une inquiétude des gynécos de savoir si mon corps allait supporter 2 bébés parce que c'est pas naturel en fait d'avoir 2 bébés dans le ventre. Et ça s'est fait bizarrement plutôt bien quoi. Donc j'avais un bide 1m10 de diamètre. C'est drôle, tu l'as mesuré. C'était ma sage-femme du coup qui toutes les semaines elle me mesurait et qu'elle me disait là on est à 105, 106, 107, 108, 109, 110. Je me ça va jamais s'arrêter ce truc, c'est pas possible. Non mais 110 c'est... Et je sais aussi, je me rappelle donc mon ventre touchait mes cuisses quand j'étais assise. Et ça c'est une sensation que j'oublierai jamais quoi. Et je sais que je ferai toujours attention à pas prendre de poids pour plus jamais ressentir cette gêne d'avoir mon ventre sur mes cuisses quoi. Ça, c'était atroce. Sur tes jambes quoi. C'était atroce. Et est-ce que tu arrives à trouver du temps pour toi Non. Dans tout ça, non. Pas du tout. C'est un grand challenge. J'aimerais bien arriver à partir de septembre de me prendre quelques heures de sport perso. Il faut que je me motive parce que ça reste pas que de l'organisation mais aussi de la motivation personnelle. Et challenge de la rentrée. Objectif septembre. Moyenne section, c'est ça. Section, c'est le sport. Et est-ce que tu as des inspirations ou des bons plans à partager avec nous qui t'ont inspiré dans ton rôle de parent ou qui t'ont aidé en tant que maman de jumeaux? Donc tu parlais du groupe Facebook, s'il y a d'autres choses comme ça. Les réseaux, en général, à suivre, il y a plein de mamans inspirantes sur Insta et que j'aime bien suivre. Après, tous les écrits de Isabelle Filioza, moi je me raccroche à ses bouquins comme à la Bible, surtout à chaque période de crise avec les filles. Et pour les jumeaux plus particulièrement, c'est les écrits de Fabrice Bach. Alors, Fabrice Bach, BAK, je crois. BAK, tu me donneras les... C'est un psychologue spécialisé en gémellaire, en fait. D'accord. Et il a écrit des livres en particulier? Sur la gémellité, D'accord. Et c'est vraiment le référent en France
de la gémeillité moderne, en fait, de vraiment comprendre les jumeaux aujourd'hui. On mettra les liens dans la bio du podcast. Ouais, donc ça, du coup, c'est dans ces livres à lui que tu as eu les infos là, sur la neuroscience et tout. Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Et pour finir cette interview, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé qu'on te donne avant que tu deviennes maman, ou quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise? J'aurais aimé qu'on me dise de pas m'attacher aux préjugés. Par exemple, mes filles, elles ont eu beaucoup de mal à dormir parce que je m'obstinais à ce qu'elles dorment dans leur chambre. Et en fait, par défaut, elles finissaient dans notre lit parce que j'en pouvais plus, j'étais fatiguée, et mon mari aussi. Et en fait, là, si c'était à refaire, je ferais du cododo dès le départ, en fait. Je me ferais pas... J'avais trop de préjugés, me dire, oui, elles vont s'habituer au lit et tout, blablabla, c'est pas bien. Et en fait, non, de lui-même, l'enfant, quand il est prêt à dormir seul, il est prêt. Donc, ça m'aurait évité 3 années de dépression de sommeil si je m'étais un peu moins pris la tête par rapport à ça, quoi. Parce qu'en fait, du coup, quand tu dis cododo, c'est-à-dire, en fait, vous les avez mises dans leur chambre d'entrée quand elles sont arrivées? En fait, non, elles étaient, au tout début, elles étaient dans le même berceau, parce qu'elles tenaient à 2 dans le même berceau à côté de mon lit. Oui. Et après, vers 6 mois, on les a mises dans leur chambre, mais en fait, elles étaient pas prêtes. D'accord. Donc, et à partir de là, on s'est obstiné à ce qu'elles s'endorment dans leur chambre et tout. Et ça a pas marché. Ouais. Donc, on s'est terminé dans la nuit, elle dormait avec nous. Ouais. Et je me dis, en fait, dès le départ, on aurait dû acheter un immense matelas pour être tous bien installés. Là, on était un 140 à 4, on faisait des lumbagos pas possible. Enfin, c'était nul. C'était vraiment... En y réfléchissant, je me dis qu'on a été nuls et on s'est fatigués inutilement. Ouais. Et j'aurais aimé qu'on me donne ce conseil que si ton enfant n'est pas prêt à dormir seul dans la chambre, c'est pas grave. Prends-le dans ton lit, rassure-le, et quand il le sera prêt, il te le montrera. Et on n'a jamais vu un gamin de 15 ans dormir avec ses parents, donc c'est pas grave. Si ça dure 3 ans, ça dure 3 ans. Mais voilà. Donc là, c'est quand elles sont rentrées à l'école que vous avez senti qu'elles étaient prêtes? D'elles-mêmes, en fait. Quand je pense que le rythme les a crevées. Oui, déjà. Ouais. Et à 8h, il y avait plus personne, et elle faisait 12 heures de nuit qu'elle m'avait jamais fait jusqu'à présent. Donc oui, voilà, comme quoi tout arrive. c'est possible. Ouais. Voilà. Bon, écoute, ça c'est un bon conseil, de pas écouter les préjugés. De s'écouter soi-même, voilà. Ouais. Moi-même, je me mettais des préjugés toute seule, en fait, de me dire c'est pas bien et tout, alors que non, c'était bien. Bon, écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce conseil, et puis merci pour ce partage, Maëva. Avec plaisir, c'était chouette. Et donc, si on veut te suivre, donc c'est sur les réseaux sociaux. Oui. Donc c'est June and Jane, @JuneandJane. Alors ça, du coup, maintenant c'est mon compte pro, donc c'est tout ce qui est décoration, et mon perso c'est JuneandJane _Maëva. Ok, bon super. Écoute, merci, et puis à bientôt. Merci, à bientôt. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et de laisser un avis et 5 étoiles. Pour ne rien manquer des futurs épisodes et de l'actualité de Jolibump, rendez-vous sur Instagram @Jolibump et sur Facebook. Nouveau chapitre est une coproduction Jolibump et Indie Crew. À très bientôt.